Bonjour, nous voici en direct avec une nouvelle émission de Face à Face. J'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, j'ai eu envie de faire une émission sur les chemtrails. Chemtrails. En anglais, les traînées chimiques que l'on voit dans le ciel. Je vous mets tout de suite une photo pour que vous compreniez bien de quoi il s'agit pour ceux qui ignorent le sujet. Parce que dans la vie, il y a deux sortes de personnes. Celles qui s'intéressent un petit peu à des choses étranges qui se passent, et qui ont envie de savoir, qui ont envie d'apprendre, ceux qui s'intéressent à rien, qui vivent leur vie. Moi, je fais des émissions, évidemment, vous l'avez compris, pour les premières personnes, mais j'ai vu très récemment, sur le sujet des chemtrails, tout et n'importe quoi. Parce qu'évidemment, quand il y a une personne veut s'intéresser à un sujet, et qu'il va sur le net pour trouver de l'information, ben, il va tomber sur des sites, effectivement, sur les chemtrails, en tapant chemtrails, que ce soit dans Google ou dans YouTube, il va y avoir des émissions à volo. Parmi ces émissions, il y a celles qui sont faites par des chercheurs de vérité très sérieux. Il y a celles qui sont faites un peu par des hulibilorlus. Et enfin, de l'autre côté, il y a des sortes de debunkers professionnels qui traitent des chemtrails en citant des choses, se faisant passer avec un argumentaire scientifique, en se faisant passer pour ce qu'ils ne sont pas. Ils veulent faire croire que ce sont des scientifiques. Je pense à Fred Alès. Fred Alès, c'est à cause de toi que je fais cette émission, parce que tu t'es permis de faire en ce moment plusieurs émissions sur les chemtrails en racontant n'importe quoi. Alors évidemment, ceux qui te suivent, raconte-toi, Fred, super génial, franchement fantastique. T'as rabattu le caquet à ces conspis crétins. Ah oui, mais franchement, on va montrer que toutes tes sources sont complètement fausses et débiles, quoi. D'ailleurs, tu passes beaucoup de temps, mon Fred Alès, à faire les screenshots de tous les commentaires, de toutes les personnes, à t'intéresser beaucoup à des gens, à des chercheurs de vérité. Tu bosses dans la vie, parce que vu le nombre d'émissions que tu fais, à mon avis, tu bosses pas, quoi. On verra ce que c'est un debunkers professionnel, puisque un ami m'a dit dimanche, est-ce que tu as vu Salut les terriens de Thierry Ardisson? J'ai dit non, je n'ai pas vu. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas regardé cette émission. Je regardais de temps en temps quand il y avait Gaspard Proust, j'aimais bien. Il y avait comme un invité Rabin des Bois. Alors Rabin des Bois, c'est qui? Il a écrit un livre, c'est Lève-toi et code, qui est déjà numéro 1 des ventes sur Amazon. C'est un hacker professionnel. Il raconte son métier de debunker, quoi. Comment il vend des likes, des commentaires, des vues. Vous pouvez tout acheter chez lui, des abonnés, ça coûte pas très cher, 1 euro pour 1000 likes, et comment il fournit à toutes les agences de l'audiovisuel, l'ensemble du PAF des ventes, évidemment. Parce que quand vous allez voir quelqu'un qui a, je sais pas moi, 500 000 abonnés, des 1000 vues, des commentaires élogieux, vous dire, dis donc, c'est vachement intéressant lui ce qu'il dit. Mais souvent c'est du n'importe quoi, c'est juste acheter, quoi. Je pourrais passer commande chez lui avec 20 euros et avoir 20 000 abonnés demain, des 20 000 likes, des commentaires élogieux dans tous les sens. Évidemment, c'est pas le genre de la maison. Donc, intéressons-nous aux chemtrails. Évidemment, ce sujet pourrait porter à sourire ceux qui ne le connaissent pas. Mais il semble suffisamment sérieux pour essayer de faire un point factuel qui, comme d'habitude sur Face à Face, s'appuiera sur des données facilement vérifiables et beaucoup de sources que je vous mettrai bien évidemment en référence. Alors, quelles sont les deux théories qui s'affrontent? L'une dit que ces traînées sont des épandages chimiques faits par les avions. L'autre disent, non, ce sont des simples traînées de condensation d'eau circulée, il n'y a rien à voir. Déjà, je ne sais pas vous, mais moi, quand j'étais petit et que je passais mes 2 mois d'été toujours à l'extérieur, au mois de vacances, bien entendu, je ne me souviens pas qu'un avion ait laissé une traînée persistante, longue, qui s'étale et qui reste quasi toute la demi-journée.
avec souvent une décomposition en forme de gouttelettes avec une irisation de celle-ci en fonction de l'angle des rayons du soleil. Je sais déjà que, pour contrer cet argument, les sceptiques bienheureux ou des bunkers professionnels répondent en disant que ma mémoire me joue des tours. Ça, c'est un argument vraiment fort de café et simplet. Alors certes, aujourd'hui, les jeunes sont souvent occupés, téléphone, tablette, ordi, réseaux sociaux, Internet, jeux vidéo, etc., etc. Moi, quand j'étais petit, tout comme mes camarades, nous n'avions rien, mis à part un ballon de foot, et des fois même pas le ballon de foot. Mais jouer au foot les après-midi chauds d'été, c'est pas le pied. Les 2 mois d'été nous semblaient une éternité. On s'amusait super bien, et des fois on s'ennuyait beaucoup. Les jeunes aujourd'hui n'ont pas appris à s'ennuyer. Et croyez-moi, quand vous vous ennuyez, un avion qui passe nous faisait passer 5 bonnes minutes. On l'observait, cet avion. Et jamais, au grand jamais, il ne laissait derrière lui une traînée qui pouvait durer des heures. L'autre argument des sceptiques est que le trafic aérien a explosé. Alors là, évidemment, je suis d'accord, mais je ne vois pas en quoi c'est un argument. Ce qu'un avion ne savait pas faire, je ne vois pas pourquoi 100, pris différemment, savent le faire. Pourtant, en prenant la peine de faire des recherches, on s'aperçoit que des biologistes, des agronomes, des physiciens, des géologues, des médecins, des ingénieurs, des neurologues, des astrophysiciens, des climatologues, des toxicologues, des historiens, des journalistes, des politiques, et même des mathématiciens se sont penchés sérieusement sur la question. Sans parler évidemment d'associations nombreuses qui se sont créées partout dans le monde, livres qui ont été écrits dans quasiment toutes les langues sur le sujet. Et pour couronner le tout, c'est débattu dans de nombreuses enceintes, y compris celles des Nations Unies. Donc, si c'était aussi simple que de simples traînées de condensation, je ne pense pas que ça leur remuerait autant. Je connais, hélas, beaucoup de personnes qui, pour aborder un sujet, se font d'abord une conviction intime. Oh ben non, ça peut être que des traînées de condensation. Et puis ensuite stigmatisent toutes les autres possibilités sans avoir fait aucune recherche. C'est ainsi dans beaucoup de domaines, hélas. Elles se sentent animées d'une vérité alors qu'elles ignorent tout. Je vais vous donner un exemple. Il suffit d'évoquer le mot HAARP, H-A-A-R-P, que vous êtes sans doute nombreux à connaître. Donc on évoque ce mot pour être aussitôt accusé de théoricien du complot. En ce cas, le Parlement européen, dès 1999, devrait également être qualifié comme tel. Effectivement, dans un rapport du Parlement européen du 14 janvier 1999 sur l'environnement, la sécurité et la politique étrangère, émis par la Commission des Affaires étrangères, de la sécurité et de la politique de défense, on peut lire à plusieurs reprises des énoncés concernant le projet HAARP pour le moins détonnants. Aujourd'hui, en 2018, il est devenu patent pour quiconque lève les yeux au ciel que le climat global connaît quelques dérèglements majeurs. Et le plus souvent incompréhensibles, on le voit bien, lors de divers événements. Ce rapport, après avoir énuméré les changements géostratégiques majeurs survenus depuis la fin de la guerre froide, ainsi que les diverses recommandations tant au niveau militaire que civil émises par diverses organisations nationales et internationales concernant l'urgence d'unir les forces en présence en vue de prévenir les désastres écologiques en cours, en vient assez rapidement à parler du sujet HAARP. Je vous lis un extrait du rapport. Écoutez bien. Considérant que la recherche militaire porte actuellement sur la manipulation de l'environnement à des fins militaires, et ce, en dépit des conventions existantes, c'est le cas par exemple du système HAARP. Porte actuellement. En clair, cela signifie que dès 1999, il y a donc pratiquement 20 ans, un organe transnational comme la Commission européenne savait que les militaires américains menaient des recherches sur la manipulation du climat. Pourtant, les responsables de la communication de HAARP ont toujours clamé qu'il ne s'agissait là que de recherches scientifiques à des fins de détection de ressources minières. 20 ans plus tard, ils n'ont toujours rien trouvé, et de communication. Ça, c'est très intéressant. Plus loin, on peut lire dans le rapport. Considère que le projet HAARP, en raison de son impact général sur l'environnement, pose des problèmes globaux et demande que ses implications juridiques, écologiques et éthiques soient examinées par un organe international indépendant avant la poursuite des travaux de recherche
et la réalisation d'essais. Déplore que le gouvernement des États-Unis ait à maintes reprises refusé d'envoyer un représentant pour apporter un témoignage sur les risques que comporte pour l'environnement et la population le projet HARP financé actuellement dans le monde entier. Il demande à l'organe chargé de l'évaluation des choix scientifiques et technologiques d'accepter d'examiner les preuves scientifiques et techniques fournies par tous les résultats existants de la recherche sur le programme HARP, aux fins d'évaluer la nature et l'ampleur exacte du danger que HARP représente pour l'environnement local et global et pour la santé publique en général. Vous allez me dire, Sylvano, on t'a dit que tu voulais parler des chemtrails, là tu nous parles de HARP. Oui, on verra plus loin, mais à mon avis, il y a un lien. Mais on pose déjà une évidence. Ceux qui traitent de conspi crétins en parlant de HARP, alors qu'eux-mêmes ignorent à quoi peut bien servir ces énormes centrales présentes dans le monde entier, et personne ne le sait, mis à part quelques, évidemment, initiés, traitent aussi de conspi crétins en parlant de chemtrails, alors qu'ils ne savent rien. Car la thèse évoquée serait une pollution chimique du ciel afin de changer ou maîtriser le climat pour des raisons géostratégiques ou militaires. Est-ce un domaine franchement aussi conspirationniste? Pourtant, si on prend la peine de faire des recherches, on s'aperçoit que modifier le climat est une préoccupation majeure des gouvernements, et ce, dès 1946. Voici un rapport de l'Organisation des Nations Unies de 1959, qui relate, entre autres, depuis les premiers essais menés en 1946, de nombreuses expériences ont été menées partout dans le monde et certaines ont donné des résultats spectaculaires, avec des averses s'étendant sur des surfaces considérables, des plus importantes, jusqu'à 4,5 millions de tonnes d'eau sur une expérience en France. Regardons cette petite vidéo expliquant tout cela. Mettez en pause au début si vous n'arrivez pas à lire. Dans cette vidéo, déjà, les épandages sont de nature... Alors là, évidemment, c'est pour faire de l'eau. Mais pour faire de l'eau, il faut mettre du iodure d'argent. Donc, c'est des épandages. Là aussi, de l'autre côté, ils pensent que c'est de la vapeur d'eau. Aujourd'hui, il y a même des émissions de vulgarisation sur le sujet, comme faire la pluie et le beau temps dans C'est pas sorcier. C'est pas sorcier, la fameuse émission des Fer 3. Une fois admis cela, serait-il totalement inimaginable pour ceux qui sont capables de construire des armes nucléaires, chimiques, bactériologiques, d'avoir eu d'autres idées concernant la maîtrise du climat? Et si, par exemple, ils s'étaient aperçus, lors de ces expériences, de quelque chose pouvant donner un avantage stratégique dans une guerre ou autre, s'en serait-il vraiment gêné de l'exploiter? Si on va plus loin, chaque pays ou presque a ses règles d'épandage aérien. Alors que les sceptiques bienheureux ne voient dans tout de les traîner que de la condensation d'eau, encore une fois, je vous montre ici un rapport parmi 1000 sur les épandages aériens de produits phytopharmaceutiques. Même si ce n'est pas le sujet principal, cela démontre que cela existe tellement que le législateur a été obligé de légiférer et que les épandages chimiques existent bien.
Bien, revenons aux purs chemtrails. Pour démontrer quoi que ce soit, il faut d'abord s'intéresser à deux choses. La composition des carburants d'avion et ensuite de ce qui sort de leur turbine. D'accord? Un petit peu comme nous, en voiture, pour évaluer la pollution sur l'environnement, on regarde la composition du carburant et ensuite l'émission des fameuses particules fines dont on parle partout et les pollutions qui vont avec. Donc analysons ça. Et c'est le docteur Ulrich Lohmann, qui est un docteur en physique de l'atmosphère auprès de l'université de Zurich, qui a eu la première comme mission suite à la problématique de la pollution près de l'aéroport de Zurich, parce que les Suisses sont quand même beaucoup plus en avance et beaucoup plus au fait de tout ce qui est pollution, écologie, d'étudier les émissions des avions, qui, comme elle le dit dans cette vidéo, on s'y était très peu intéressé. Vous pouvez sauter la vidéo, parce qu'évidemment, c'est une vidéo en allemand, sous-titrée en italien. Ich heiße Ulrike Lohmann, ich bin Professorin für Atmosphärenphysik hier an der ETH Zürich und mein Spezialgebiet sind Wolken. Wir wissen, dass der Flugverkehr um ca. 5% zunimmt momentan und weil der Flugverkehr ansteigt, ist es wichtig, auch Abgasmessungen von Flugzeugen zu machen. Wir wissen, dass Flugzeugabgase Ruß, Feinstaubpartikel emittieren. Und da wollten wir eigentlich wissen, was die chemische Zusammensetzung ist. Und solche Messungen gibt es noch nicht viele. Vorletztes Jahr, 2013, hatten wir die Möglichkeit, Abgase von Turbinen im Züricher Flughafen zu messen, zusammen mit dem Bundesamt für Flugfahrt. Und da haben wir praktisch die chemische Zusammensetzung der Abgase von gewissen Turbinen vermessen können. Was wir gefunden haben, ist, dass hauptsächlich Ruß. Es ist hauptsächlich reiner Kohlenstoff, der rauskommt, also Rußpartikel, wie auch beim Auto aus den Abgasen kommen. Aber dass wir auch Metalle finden in den Abgasen vom Flugzeug. Und wir finden 16 verschiedene Metalle. Unter anderem haben wir auch Aluminium und Barium gefunden. Und wie gesagt, die kommen aus dem Kerosin, das kommt aus dem Öl. Und das Aluminium zusätzlich kann auch noch von den Turbinen herrühren. Wir haben Messungen auch vom Treibstoff selber gemacht und da festgestellt, das bewegt sich im Parts per Million Bereich, was man dann an Konzentrationen von Aluminium und Barium im Treibstoff findet. Aluminium und Barium im Treibstoff? Seit über 10 Jahren hieß es laut Wissenschaftlern stets, dass das völlig unmöglich und absurd sei. Und nun scheint es, dass diese Giftstoffe tatsächlich ohne jegliche Regulierungen in die Atmosphäre emittiert werden. Mit der Zunahme des Flugverkehrs werden diese Substanzen zunehmend uns und unsere Umwelt belasten. Solange, bis unsere Behörden endlich aktiv werden und diese Verschmutzung stoppen. Es wäre auf jeden Fall nötig, weil der Flugverkehr ansteigt, auch die Abgase von Flugzeugen zu regulieren. Je vous la résume, juste pour vous montrer un petit peu le docteur Ulrich Lohmann. Elle a trouvé que ce soit dans le carburant et à la sortie des réacteurs, elle a trouvé de la suie, du carbone, mais aussi 16 métaux, dont du cobalt, du cuivre, du chrome, du titane, du zirconium, du manganèse, de l'aluminium, du vanadium, du magnésium, du barium, du calcium, du fer. Déjà là, le problème est immense. Quand on voit qu'on s'intéresse tellement aux particules fines émises par nos pots d'échappement de voitures, là, on est déjà en présence d'aluminium et de barium, deux éléments qui sont toxiques et reconnus dans le corps humain, d'accord? Et on constate déjà qu'il n'y a aucune réglementation mondiale ou européenne sur les producteurs de carburant, et ce, au détriment de notre santé. On nous casse les pieds parce que notre gasoil pollue trop,
On en profite pour aller augmenter de 25-30 centimes le prix du gasoil, mais on s'en fiche complètement de ce que les avions crachent alors qu'il y a une augmentation du trafic aérien de 5% par an. Déjà, ça devrait faire réfléchir un petit peu. Allons plus loin. On a donné au laboratoire Analytica de faire une analyse complète sur le carburant d'aviation à usage civil le plus utilisé, qui s'appelle le Jet A1. D'accord. Ce laboratoire, dirigé par le docteur Bernard Taillé. Donc là, je vous mets un petit peu ce qu'il y a. Alors, ND, ça veut dire que ça n'a pas été détecté, et D, ça veut dire que ça a été détecté. Donc, on voit qu'on détecte de l'aluminium, on détecte de l'arsenic, du barium, on détecte du cuivre, on détecte du fer, on détecte du gallium, de l'omnium, du manganèse, du sodium, du nickel, du plomb, du rubidium, de l'antimoine, du silicium, du titanium, du zinc et du zirconium. Ça, c'est factuel. Dans la conclusion de ce rapport, parce que le but de ça, c'est de faire quoi? C'est qu'ensuite, on va analyser les traînées qui sortent des avions, d'accord? Les fameux chemtrails. Parce que dans ces traînées, si on retrouve tous les éléments qu'il y a dans le carburant, circuler, il n'y a rien à voir. Ok, on est d'accord. Il n'y a pas d'épandage massif, c'est une pollution complètement pas maîtrisée, il va falloir la résoudre, mais il n'y a pas une volonté, vous voyez, il n'y a pas quelque chose de délibéré. Parce qu'on se pose toujours la question de départ, pourquoi maintenant ces avions les laissent traîner, et avant ils n'en laissaient pas. Le carburant n'a pas changé, lui, hein, et la conception des moteurs non plus. On verra, vous noterez deux choses, la présence donc d'aluminium et de barium, et par contre, le strontium, qui est un élément qui est souvent suspecté dans la composition des chemtrails, s'avère complètement indétectable dans l'échantillon. Donc ça, on retient déjà. Alors, justement, les prélèvements de ces chemtrails. Là, c'est un des principaux arguments des débunkers qui disent « Oui, mais il n'y a aucune analyse scientifique. » Hein, Monsieur Fred Havès, aucune analyse scientifique, tu l'as dit, sur ces prélèvements, parce qu'on ne sait pas d'où proviennent ces prélèvements. Ça peut être très bien de l'eau qui a stagné au fond de mon jardin, et je la prélève, et puis j'y trouve des éléments. Oui, effectivement, on va y trouver des éléments, et déjà rien que la présence de ces éléments devrait t'inquiéter. Mais manque de bol pour toi. Prochaine fois, fais mieux tes recherches de débunker avant d'écrire n'importe quoi. Il existe 3 types de prélèvements que je vais vous montrer dans cette émission. Le premier, c'est un petit peu le prélèvement à la source, un peu comme vos impôts l'année prochaine. On va voir dans l'émission que certaines tuyères, certains tuyaux, certains drains sont apparus sur des avions. On va le voir. Supposez éjecter ces chemtrails. Et là, on va voir comment certaines personnes s'y prennent pour faire le prélèvement à la source. Les deuxièmes types de prélèvements, c'est l'envoi de drones directement dans les chemtrails pour prélever ce qu'ils émettent. Le flux direct sortant des turbines. Et enfin, le troisième élément, le troisième type de prélèvement, est fait sur ce que l'on appelle les fameuses toiles d'araignée. Je vous explique ce que c'est, vous en avez peut-être déjà vu. Les sceptiques ont d'abord voulu faire croire que c'était de banals fils de toiles d'araignée. Or, ces fils sont très souvent vus lors justement de passages d'avions, laissant ces fameuses traînées chimiques derrière elles. Subitement, quelque temps après leur passage, des nuées de toiles apparaissent, très collantes. Alors certes, c'est un mode de déplacement de nombreuses espèces d'araignées. Mais là aussi, il y a 2 problèmes. Le problème, c'est quand j'étais petit, et je ne suis pas le seul dans ce cas, on n'en envoyait jamais. Ensuite, et c'est tout de même
le fruit d'un hasard extraordinaire si ces étoiles apparaissent subitement lors de passage de ces avions et les traînées qu'ils laissent. On n'en voit jamais quand les avions ne passent pas. Creusons un peu avec cette vidéo. Voilà, comme ça vous êtes habitué à ces filaments, à ce que c'est, et peut-être vous vous êtes dit, ah mais moi aussi j'en ai vu un jour. Mais évidemment cela ne prouve rien, on est d'accord. Donc on va voir un petit peu plus près des avions si on en trouve aussi des toiles d'araignée. On en trouve. Ça prouve rien encore. Quoique, quand même, près des avions. Mais le débat va être simple. On va prélever ces toiles, on va les porter en analyse. Si, comme les sceptiques disent que ce sont des toiles d'araignée, le débat est clos, fini. Ce sont des toiles d'araignée. On est d'accord. On va voir si c'en est. Bonjour Bernard Taillé. Nous sommes le 23 janvier 2015 et nous vous remercions de nous accueillir dans votre laboratoire. Pouvez-vous nous présenter votre activité? Bonjour. Alors, je suis aujourd'hui un vieux monsieur, mais j'ai fait des études de chimie organique jusqu'au stade d'obtenir un doctorat de 3e cycle. Tout ça, ça se passait en 71 à Marseille. Des années plus tard, après avoir travaillé dans le domaine de l'industrie, de l'instrumentation de chimie analytique, en particulier aux États-Unis pendant plusieurs années, l'idée m'est venue de monter un laboratoire basé sur la spectrométrie de masse. Pourquoi ça? Parce que cette technique, vous voyez un tel instrument derrière moi, cette technique présente l'avantage, et c'est unique, de permettre d'identifier des molécules sans avoir besoin d'une idée préconçue. Des molécules dont on ne sait pas si elles seront là, on les identifie par leur spectre de masse. Donc c'est une technique d'identification, et non pas seulement de quantification. Voilà. À 2 reprises, vous avez analysé des filaments tombés du ciel. Pouvez-vous nous en dire plus? Bien sûr. Un exemple de filaments qui me sont parvenus le 12 novembre 2012 de la part d'une dame qui s'appelle Madame Dumas, qui venait d'assister donc à
une chute très importante de ces filaments, dont je vous avoue que je n'avais jamais entendu parler. Comme je ne sors pas de mon trou, les filaments ne rentrent pas ici et j'ai pas souvent l'occasion de me promener la tête en l'air, donc voilà. Mais par contre, il y a des milliers de gens qui ont observé ça, j'ai découvert ça, et qui se posent évidemment la question de savoir qu'est-ce que c'est. Est-ce que ce sont des araignées, des caca d'oiseaux ou autre chose? Voilà, donc j'ai été confronté à ce problème, ça m'a pris un bout de temps pour savoir comment introduire un morceau de filament dans cette machine, puis j'y suis parvenu. Après coup, je me suis rendu compte que je n'étais pas le premier, un laboratoire italien qui s'est posé les mêmes questions et qui a trouvé les mêmes réponses que moi. Bref, oui, on arrive tous à la conclusion que ça n'est pas naturel et que la main de l'homme est passée par là. Alors, ça tombe du ciel, c'est pas naturel, et les questions se posent donc. Voilà, alors j'apporte un certain nombre de réponses, mes analyses ont permis d'apporter quelques réponses sur la composition et sur la dangerosité éventuelle de ces filaments. Mais il faudrait que les laboratoires scientifiques, dont c'est la fonction, effectuent les recherches requises pour savoir d'où proviennent ces filaments. Est-ce que c'est une pollution induite par le simple trafic aérien, ou est-ce que c'est autre chose? Expliquez-nous déjà les conséquences des produits analysés sur notre santé. Alors, j'ai trouvé un très grand nombre de molécules que je ne suis pas parvenu à identifier toutes, mais par contre, un certain nombre de molécules ont été identifiées par comparaison avec une spectrothèque dont je dispose et qui me permettent d'affirmer que les phtalates, par exemple, qui sont présents dans tous ces échantillons, et surtout les échantillons que j'ai pu analyser depuis 2012, donc, les phtalates sont très connus, parce que très utilisés dans l'industrie des plastiques en particulier, sont très connus pour être des perturbateurs endocriniens. Perturbateurs endocriniens, ça veut dire que quand ils pénètrent dans les organismes vivants, ils dérèglent le fonctionnement des glandes qui régissent notre équilibre, l'équilibre qui fait qu'on ne devient pas obèse, ou l'équilibre les équilibres, les merveilleux équilibres qui régissent le corps humain. Et voilà, donc la seule présence de phtalates dont le rôle de perturbateur endocrinien n'est plus à démontrer maintenant, il est admis. La présence de phtalates dans ces filaments, en proportion importante, est alarmante, puisque ces filaments tombent sur le sol, que ainsi ils rentrent inévitablement dans la chaîne alimentaire, et qu'au bout, en haut de la chaîne alimentaire, il y a l'homme. Sans parler des vaches qui sont un peu plus bas, etc. Donc, ces filaments finissent sous une forme ou sous une autre dans notre organisme. Et comme on les observe sur le monde entier aujourd'hui, qu'il y a eu des dizaines de milliers de témoins, et que c'est seulement aujourd'hui, ou seulement depuis que ces deux laboratoires, donc l'italien et moi, qu'on est capable de dire que c'est alarmant, il faut que les autorités, entre guillemets, s'en préoccupent. Ça n'est plus l'affaire d'un petit laboratoire d'investigation, c'est l'affaire de laboratoires de recherche fondamentale qui nous renseignent sur l'innocuité et surtout l'origine de ces échantillons, de ces filaments. Le ministère de la Défense a répondu au maire de Saint-Martin-de-Crau que les carburants d'avions militaires ne contiennent pas de phtalates. Qu'en pensez-vous? Et je me souviens que le rapporteur de la commission d'enquête sur le naufrage de l'Erika s'appelait Jean-Yves Le Drian. Jean-Yves Le Drian était à l'époque maire de Lorient. Et
président du Conseil général du Morbihan, je crois. Enfin, peu importe. Il est devenu ministre de la Défense. Donc là, ce sont donc les propos de Jean-Yves Le Drian, et je retrouve le même langage. Circuler, il n'y a rien à voir. Donc, c'est pas le genre de réponse qu'on attend d'autorité. Alors, c'est pas le rôle du ministère de la Défense de veiller à la santé, de surveiller la santé des citoyens français, mais les autorités doivent apporter une autre réponse que celle de dire c'est pas nous. Il n'empêche que les filaments tombent, qu'on les analyse et qu'on trouve des phtalates dedans. Ils tombent du ciel. On est en droit de se poser la question de savoir si, par hasard, ça ne serait pas des avions. C'est pas complètement idiot. Alors, manifestement, mon rapport n'a pas été lu de manière objective, et manifestement, les bonnes questions ne sont pas posées. Les questions ne sont pas posées. On a des réponses qui ne sont pas étayées. On n'a pas de demande d'échantillon, on n'a pas de... j'ai reçu la visite d'aucun représentant du ministère de la Défense. Étudions la question. Ça, je n'en veux pas, c'est irrecevable. C'est irrecevable. Après avoir reçu ça, je reçois ça. Enfin, on me prend pour un imbécile. Monsieur Le Drian, vous me prenez de nouveau pour un imbécile? 2 fois. C'est lourd, hein. Ça fait beaucoup. Alors, vous cherchiez à l'époque de l'Erika à discréditer le laboratoire d'Analytica. 20 ans plus tard, il est toujours là, et vous ne me discréditerez pas 2 fois. Pas 2 fois. Monsieur Le Drian, taisez-vous. Taisez-vous. C'est indigne. Vous avez visionné le film de l'équipe italienne de Rosario Marciano, Guerre secrète. Qu'en pensez-vous? Alors, en dépit des affirmations de Le Drian, je ne suis pas un charlatan. Peut-être que ce film le montre. Je suis un scientifique. Le traitement de la chute de ces filaments aéroportés dans le film, c'est un sujet sur lequel je n'ai pas à émettre d'opinion, je n'ai pas de compétences particulières pour porter un jugement sur ce que ce film évoque par ailleurs. Moi, ce que j'ai fait, c'est l'analyse de la composition chimique, une analyse préliminaire de la composition chimique de ces filaments qui nous tombent sur la tête, et dans le monde entier, ces épisodes sont rapportés dans le monde entier. C'est pas anodin pour la santé des gens qui sont sur Terre, c'est peut-être gênant pour la communication des ministères, mais c'est aussi gênant pour la santé des gens, des vaches qui broutent, des gens qui boivent le lait des vaches, enfin bref, il faut que l'on sache d'où viennent ces phtalates, qu'on fasse cesser ces déversements et qu'on en comprenne donc l'origine. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que dans les phtalates qui nous tombent sur la tête, dans les filaments qui nous tombent sur la tête, il y a des phtalates. Voilà. Ça, personne ne peut me contredire, sauf Monsieur Le Drian, peut-être, mais bon, les faits sont là. Voilà, je ne peux pas en dire plus, je ne veux pas rentrer dans d'autres considérations, il n'est pas impossible que ces filaments se soient formés sur Terre, qu'ils aient été entraînés dans l'air et qu'ils retombent, donc on ne peut pas formellement accuser l'aviation. Mais bon, quand même, il faut savoir que les avions, ce sont de véritables usines, qu'ils contiennent des lubrifiants, des carburants, tout un tas de produits chimiques extrêmement complexes, pas du tout anodins sur le plan de la santé publique, et que la réponse du ministère de la Défense m'importe peu finalement.
que Le Drian continue sur sa lancée, mais ce n'est pas au ministère de la Défense de se prononcer, c'est au ministère de l'environnement. C'est un problème environnemental et de santé publique. Donc que les ministères de la Santé et de l'Environnement se mêlent de cette affaire et qu'ils expliquent aux citoyens qui reçoivent ces filaments d'où ils viennent, comment faire cesser ces retombées et quels sont les risques que les gens qui ont été déjà exposés ont d'ores et déjà encourus et quelles sont les mesures prises pour que ces risques cessent. Quelle conclusion peut-on tirer de vos analyses? Écoutez, le plus simple, c'est que je relise ce qui figure à la fin d'un rapport qui circule sur Internet librement. Les connaissances préliminaires et partielles que le laboratoire Analytica est parvenu à obtenir sur la composition de ces filaments aéroportés sont alarmantes, puisqu'il est maintenant démontré qu'ils transportent des perturbateurs endocriniens, ces fameux phtalates, et que ces retombées sont inévitablement susceptibles d'affecter la surface entière du globe terrestre et d'affecter la chaîne alimentaire. Voilà, rien à ajouter. Alors, je vous mettrai dans les liens le rapport complet, parce que là aussi, beaucoup disent qu'il n'y a aucun rapport scientifique. Mais oui, il n'y en a aucun. J'en ai imprimé juste là, une demi-ramette de papier. Si ça intéresse quelqu'un. Voilà, c'est toutes les analyses spectroscopiques sur ces échantillons de chemtrails divers et variés ramenés. Alors, il ne faut pas croire que non plus c'est du grand n'importe quoi. C'est fait sous contrôle d'huissier, que ce soit les prélèvements, c'est indiqué dans les fiches, et on analyse. Alors, comme vous avez pu le voir dans la vidéo, on y trouve des choses assez étonnantes, quand même, dans ces qui étaient supposées être des toiles d'araignée, et là, maintenant, on a compris que ce ne sont pas des toiles d'araignée. Ça aurait d'abord été étonnant d'en voir près des turbines, car on voit des fois des turbines en créé. Les analyses prouvent la présence de phtalates, donc des perturbateurs endocriniens. Mais aussi, ce qui est intéressant, c'est que on trouve des éléments qui ne sont pas présents dans le carburant, qui ne sont pas présents à la sortie juste de la combustion de ce carburant dans les turbines. Ah, les éléments, ils ont été créés d'où là? D'ex nihilo? Pas possible. Création de matière n'existe pas, sauf si la physique a changé. Quels sont les éléments qui sont apparus? Les trois éléments chimiques inorganiques dont la présence est la plus généralement suspectée dans la composition des chemtrails, aluminium, mais on voit là que les taux ont explosé, puisque avant, on était à des taux qui étaient très inférieurs, du barium, là aussi les taux ont été explosés, et le strontium. Alors le strontium, il n'était pas détecté avant. Donc comment un élément chimique non détecté dans le carburant, non détecté à la sortie des turbines, peut être présent dans les traînées que laissent ces avions? Il y a quelque chose qui cloche, non? Donc quand ça cloche, on enquête. On est loin de la vapeur d'eau, mon cher Fred. Alors, vous allez me dire, oui, mais attendez, Sylvano, l'aluminium, le barium, le strontium, c'est néfaste à la santé. J'entends déjà les sceptiques dire, si c'était pour tuer des gens, c'est raté puisqu'il y a de plus en plus de monde sur Terre et qu'il y a de plus en plus de centenaires. Bah oui, mais ceux-là, ils n'ont rien compris. Mais alors, rien compris du tout. Personne ne veut tuer personne. On veut beaucoup de gens, beaucoup, mais en mauvaise santé. Les personnes qui disent ça devraient consulter les dépenses médicales par habitant en Occident. Ces personnes devraient se balader dans les maisons de retraite. Oui, on vit plus longtemps. D'abord, surtout grâce à l'hygiène. Mais on vit plus longtemps à quel prix, à quel coût médical, à quel coût de consommation de médicaments et autre chose. Je vous mets un lien supplémentaire dans les commentaires. C'est une enquête sur le sujet passée sur FR3. Où vous allez retrouver le docteur Bernard Tablier que vous avez déjà vu.
ainsi que je vous mettrai également le rapport complet scientifique pour ceux qui veulent le lire. Moi, je l'ai lu, c'est vraiment très intéressant. Et dans les liens, le premier lien que je vous mets, c'est un film qui s'appelle Chemtrails, la guerre secrète. Dans ce film, c'est en français, vous rassurez-vous, il y a un docteur en physique et un docteur en biologique qui expliquent scientifiquement la naissance de ces toiles qui en fait sont des polymères longs issus de la combustion des carburants et d'autres choses. Continuons nos analyses. Il faut le savoir, il y a maintenant dans le monde des personnes qui en ont assez de ces chemtrails. Des personnes qui travaillent au quotidien avec les avions dans les aéroports et qui ont constaté, tout comme moi, tout comme vous, certaines personnes, des choses stupéfiantes. Ces personnes curieuses ont été elles aussi sur le net à la recherche de réponses et ont trouvé dans chaque pays une sorte de personne charismatique très en avance sur l'étude de ces phénomènes. En France, elle est hélas morte subitement de façon inexpliquée, comme souvent. Elle s'appelait, l'année dernière, elle s'appelait Claire Sévrac. Je lui rends hommage ici. En Italie, il y a un journaliste qui, depuis près de 20 ans, étudie les chemtrails. Il s'appelle Rosario Marciano. Et j'espère que son dernier livre sera traduit en français, car il est très, très bien construit, très détaillé. Et du personnel au sol lui livreront des échantillons en toute confiance, que lui fait analyser dans des laboratoires indépendants, comme celui que nous avons vu précédemment. Je vais vous montrer un agent au sol qui fait des prélèvements dans l'un des drains qui a été utilisé pour ces produits. Et on verra après d'où sortent ces drains et ces tuyaux. On y reviendra plus tard. Ciao Rosario, sto facendo un prelievo. Guarda quanta. Questa è la roba che spruzza e non è il de-icing. Guarda. Questa è la roba che spruzzano loro. Vediamo quanta riesco a raccoglierne, però stavolta ce n'è un po' tanta. Ce l'abbiamo, Rosa, vai tranquillo. Vous voyez, ce prélèvement que je vous ai montré est pris sur un A320. Vous avez vu l'agent faire au sol faire le prélèvement pour l'envoyer à Rosario. Il lui expliquait que là, c'est Rosario, on a de la chance, on en a, il y a de quoi faire des analyses. Donc en y faisant les analyses, déjà une première analyse rapide, souvent que Rosario fait pour avant d'envoyer dans les analyses détaillées, on va regarder. Eccoci qui con un campione di prodotto chimico di composizione sconosciuta che è stato prelevato da un aereo commerciale, un A320, che dalla parte posteriore inferiore sgocciolava ancora in pista questo prodotto chimico che potete vedere bene. Ha lasciato anche un deposito. Ecco. Deposito giallognolo, odora di uova marce. Però adesso lo analizziamo e vediamo che cosa ne viene fuori. Prepariamo il kit della Osumex con i reagenti e vediamo che cosa spunta. Prepariamo il kit reagente, scuotiamo energicamente il composto chimico reagente, aspettiamo qualche minuto. Adesso preleviamo un po' di questo composto chimico con la pipetta
e adesso lo inseriamo, ne aggiungiamo un po' nella pipetta del reagente, agitiamo, adesso aspettiamo 15 minuti e vediamo che colore ci dà questo reagente. Allora, il composto chimico ha assunto una colorazione che tende dal rosa all'arancione in tonalità diverse, quindi abbiamo la presenza di zinco, piombo, cadmio, cobalto e mercurio. Senza ombra di dubbio non si tratta di acqua, ma di qualcosa di ben diverso che, ripeto, viene scaricato dalla parte inferiore della fusoliera degli aerei civili. Questo sistema sta per essere implementato su un gran numero di velivoli A320, A319, A318 e anche su altri. Qui ci troviamo appena dopo la stiva centrale nella zona inferiore semi-posteriore del velivolo. On y retrouve le zinc, le plomb, le cadmium et le cobalt. Mais le problème, c'est que le cadmium n'était pas non plus détecté dans les analyses de fuel. Il était par contre présent dans les analyses d'araignées. Et on y trouve aussi du mercure. Alors là, ça devrait déjà, rien que ça devrait inquiéter la planète entière de se dire qu'un agent au sol vient de faire un prélèvement de mercure, vu la toxicité de ce poison. Du reste, connaissez-vous la chimie, vu qu'on a trouvé beaucoup de traces d'aluminium, entre l'aluminium et le mercure, quand ils se rencontrent? Je vais vous mettre une petite vidéo. Alors, c'est pas truqué, hein, c'est pas un film de science-fiction, c'est vraiment comme ça. Évidemment, cette barre d'aluminium, au départ, elle a un dépôt d'oxyde d'aluminium qui empêche le mercure de rentrer en direct en contact avec l'aluminium. Donc, c'est pour ça qu'on utilise la perceuse pour cacher cette couche d'oxyde pour attaquer l'aluminium, et ça donne ça. Bon, alors, évidemment, là, c'est brut de café, c'est une plaque, c'est une grosse goutte de mercure. Imaginez à l'espace infinitésimal des vapeurs de mercure avec des vapeurs d'aluminium. Ça va donner des petits fils. Alors, si vous observez bien dans cette vidéo, vous allez voir d'abord des tout petits fils comme des cheveux se composer autour de la goutte. Filament. C'est un hasard. Alors, la troisième source de prélèvement la plus récente est avec des drones qui plongent dans les chemtrails. Cette méthode est utilisée depuis février 2018. Donc, c'est la plus récente. Après avoir validé déjà les méthodes pour pouvoir y aller, les prélèvements, avoir fait l'acquisition de drones, on attend, là, puisqu'on est qu'en mai, les premières analyses qui vont sortir. Évidemment, ça a été fait sous contrôle d'huissier aussi, comme toutes les autres analyses ont été faites sous contrôle d'huissier.
Il faut savoir que toutes les personnes qui font ces recherches le prennent sur leur temps de travail, le font avec leur argent, et cela nécessite beaucoup d'efforts. Donc que d'autres, pendant 10 minutes, font des émissions là, de 15 minutes qui les ridiculisent. Revenons au personnel au sol. Je mets dans les liens une interview qui, hélas, n'est qu'en italien, mais avec le traducteur YouTube, vous allez quand même apprendre des choses, parce que l'italien, parce qu'il parle distinctement, donc c'est assez bien traduit. D'Enrico Giannini, un agent au sol à l'aéroport de Milan depuis 20 ans. Je vais vous résumer ce qu'il dit pour ceux qui n'ont pas envie d'utiliser le traducteur. Avec son équipe, il a la responsabilité de décharger et de charger tout ce qui arrive concernant un avion. Tout ce qu'ils ont besoin, il le vide et il charge tout ce qu'ils ont besoin. Lui aussi a commencé à s'intéresser aux chemtrails à partir de 2002, car il s'apercevait, comme moi, de l'explosion de ces traînées dans le ciel qu'il n'avait pas constaté avant. Et évidemment, il entendait parler de ces fameux chemtrails. Alors, évidemment, il a commencé à poser des questions tout autour de lui. Les ingénieurs, les mécaniciens qui lui disaient que, bah oui, c'est normal, le trafic a explosé. Voilà. Et ça ne lui satisfaisait pas. Hein. Donc, il s'est mis à faire des recherches sur le net. Il est tombé sur, justement, Rosario Marciano, et qui lui a donné quelques réponses qui lui ont semblé déjà beaucoup plus logiques. Mais il s'est dit, tiens, je vais faire mes propres recherches. Il nous explique dans la vidéo que soudainement, sous les avions... Alors, non, d'abord, il nous explique dans la vidéo que sous les avions, il y a des conduits naturels qui servent à drainer les eaux de pluie et de condensation qu'il y a sur la structure de l'avion, évidemment, y compris ses ailes. Ces conduits, ces drains sont positionnés à différents endroits de l'avion, mais spécialement là où il y a les réacteurs, pour drainer donc l'eau, mais aussi les vapeurs d'huile, etc. Puis un jour, il prend en charge un Boeing 767, où sur les deux moteurs étaient montés à l'intérieur des petits tubes qu'il n'avait jamais vus auparavant, avec un montage, comme il l'explique, assez artisanal et rudimentaire, comme on peut le voir sur les photos. Puis il explique que c'est devenu beaucoup plus sophistiqué, mais on voyait bien que ça ne sortait pas quand même d'usine comme ça. Et enfin, pour arriver à des nouvelles races d'avions avec des tubulures intégrées au fuselage. Donc il s'est demandé à quoi ça sert. Sauf que ceux qui ont fait ça ont oublié quelque chose. Avec les températures glaciales du vol, il arrive que le liquide congèle dans ces tubes, ou alors quand il atterrit, il reste congelé encore uniquement sur les parois, et que, évidemment, une fois l'avion au sol, cela dégèle. Alors ils étaient déjà étonnés de voir que ça goûtait de ces tuyaux. Ils se demandaient qu'est-ce qui goûtait, pourquoi. Si ça goûte, c'est que c'est de l'eau. Si c'est de l'eau, que vient faire l'eau ici devant les réacteurs, donc ils ne comprenaient pas trop, quoi. Et c'est là que, en rentrant en contact avec Rosario, il s'est dit, bah, prélève-moi du liquide qui coule de ces tubulures. Ce que je vous appelais tout à l'heure le prélèvement à la source. Là, on est le prélèvement à la source. Et bien, on y retrouve toutes les saloperies qu'on a dit avant pour déjà les filaments, les fameuses toiles d'araignée. On y retrouve de l'aluminium, du barium, du strontium, du mercure. Mais, de temps en temps, dans certains prélèvements, en fonction de l'avion, s'il a été congelé longtemps et arrivé au sol assez rapidement, il y trouvait aussi, avec le liquide, des cristaux minéraux, comme je vous le montre là dans la photo. Et à droite, c'est les cristaux minéraux. Et là, on va toucher à une réponse peut-être cruciale. En effet, dans la théorie des chemtrails, moi, au début, quand j'y croyais pas trop non plus, je me disais, mais punaise, il faut une logistique de fou pour pouvoir faire ça. Si les traînées qui sortent des avions sont du liquide empoisonné ou truqué, on les embarque où? C'était un problème de logistique qui me coinçait. D'ailleurs, qui coinçait aussi Enrico, parce que lui, il travaille à l'aéroport, et puis c'est lui qui charge dans les avions, et puis il n'a jamais chargé autre chose que des centaines et des centaines de litres d'eau pour les toilettes.
c'est là que lui, ça lui a fait tilt quand il a vu ces cristaux. Et un autre élément est venu le perturber. En effet, avant, il mettait les bagages dans la soute la plus postérieure de l'avion. Appelons-la la soute 5. Ensuite, une fois celle-ci pleine, il continuait à la 4. Il mettait des marchandises à la 3, la poste à la 2 et les bagages de l'équipage à la 1. C'était l'exemple standard de Alitalia. L'avion devant voler toujours avec le museau un peu entre 5 à 10 degrés d'inclinaison. Pourquoi? Parce que sinon, il va consommer beaucoup plus de kérosène et être beaucoup moins stable. Puis un jour, il reçoit l'ordre de charger à l'inverse. D'abord la une, et ensuite les autres. Et cela commence à devenir récurrent. Pour lui, ça n'avait aucun sens, sauf s'il y avait quelque chose qui était à l'arrière de l'avion. Le pire est que certaines compagnies ont même pris à leur compte des sous-traitants pour faire le balancing de l'avion. Alors, qu'est-ce que c'est le balancing de l'avion? C'est la répartition des charges. D'accord? Et Enrico et son équipe se prenaient la tête avec eux. Il cite un exemple, le cas d'un Airbus A319, où il demandait de mettre que les bagages dans la première soute et rien dans le reste. Rien. Le problème, c'est qu'il restait des bagages. Ils ont eu ordre de laisser ces bagages à l'aéroport pour ne rien mettre ailleurs en disant que le balancing était atteint. Ils ne pouvaient que obéir aux ordres. Mais le problème, c'est que les bagages restaient là. Le client râlait. Des fois, si vous avez des bagages qui ne sont pas arrivés, croyez-moi, c'est peut-être pas uniquement dû à une erreur d'aiguillage. Donc là, il a commencé à cogiter, il y a du poids à l'arrière non déclaré. Il y a du poids à l'arrière non déclaré. Il a repensé à son prélèvement, il voyait des cristaux minéraux. Et il a repensé à la problématique de la logistique concernant l'eau. Et il a eu une idée. C'est la sienne, mais depuis, elle semble confirmée par plein d'autres sources. Si on met à l'arrière de l'avion, au préalable, une poudre, ça c'est facile, puisque cette poudre peut durer très longtemps. Les avions tournent en rotation, ils ne tournent pas tout le temps, ils vont à un moment, tous les 3-4 jours concernant Alitalia, dans les hangars. On met une poudre. Rosario charge de l'eau. On mélange, en faisant arriver des nouveaux tuyaux qui n'existaient pas avant, cette poudre et cette eau. C'est la petite donnée cela. Puis il a commencé à faire des calculs aussi, parce que on lui demandait quand même d'embarquer beaucoup d'eau, et certains vols, sur 1 heure de vol, mettent des centaines et des centaines de litres d'eau. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans les toilettes d'un avion, vous lavez les mains. Waouh, le filet, il est mince, hein. Des fois, il n'y a même rien du tout. Donc il s'est dit, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une corrélation? Étant convaincu que les lois de la physique, là non plus, n'ont pas changé et que ce balancing est étonnant, l'hypothèse de poudre toxique s'est mise à germer dans son esprit, en se disant en plus que, tiens, je sais que il y a de plus en plus de problèmes en cabine. On va y revenir. Donc d'abord, il a voulu vérifier s'il y avait du poids à l'arrière. On regarde si on peut y avoir du poids à l'arrière. On regarde une vidéo.
avez vu la traînée centrale? Quelque chose sort de la traînée centrale. Ça en fait du point. Vous n'avez pas bien vu? Je vous en remets une autre. Dans cette interview, on voit un homme courageux d'Enrico, la tête bien sur les épaules, qui nous raconte que tous, sans exception, savent, et que tous, sans exception, se taisent par peur des représailles. Il est le premier à parler face caméra et espère ne pas être le dernier. Il nous explique aussi ce phénomène qui a constaté souvent un ciel laiteux uniforme. Observez quand vous avez un ciel laiteux uniforme. Alors, il faudrait mettre un thermomètre électronique pour pouvoir superviser, pour avoir toujours l'œil dessus. Mais subitement, vous avez une augmentation pendant 20 minutes de la température. Puis une petite pluie venue de nulle part, qui tache d'un résidu marron les sols. Alors les bienheureux nous font des cours de transport du sable du Sahara sur nos régions. Ah, oh là là, ils ont inventé la poudre, les mecs. Oh punaise. Oui. Il y a du sable de Sahara quand il y a des phénomènes anticycloniques très particuliers qui arrivent ici. Mais en hiver, le sable du Sahara, il va falloir que l'on explique, surtout que cette année, là, depuis le début de l'année, moi, je suis obligé de toujours, pour mon travail, d'avoir une voiture propre. Je rentre chez moi, juste avant, 1 kilomètre avant, j'ai une station de lavage, je lave ma voiture, je rentre le soir, elle est nickel. Le lendemain matin, elle est pleine de cette pluie brune. Mais il a plu quelques gouttes, quoi. C'était juste quelques gouttes, comme il dit Enrico. C'est juste quelques gouttes. Vous attendez pas une grosse pluie. Et donc, c'est pas du sable. Évidemment que c'est pas du sable. Et puis c'est répété. C'est-à-dire que rebelote le lendemain, rebelote le surlendemain. Dans la journée, rien. Toujours des phénomènes de temps, effectivement, où le temps est laiteux. Rien à voir avec les tempêtes de sable qui sont déjà annoncées à l'avance. Alors Enrico nous dit à la fin que ce qui l'a motivé à faire cette vidéo, c'est au constat du nombre impressionnant de ses collègues ayant contracté un cancer. Certains sont hélas morts. Il espère que cela entraînera d'autres personnes à venir témoigner comme lui. Alors il nous disait qu'il y avait aussi, parce qu'il le sait, il travaille en aéroport, de plus en plus de problèmes en cabine. Eh bien, ça s'appelle le syndrome aérotoxique. Avant, on n'entendait jamais parler. Dans les vieux coucous, mais maintenant, dans les nouveaux, oui. Ah, les vieux coucous, ça polluait, il n'y avait pas de problème. Dans les nouveaux, ils polluent. Il y a même eu un numéro d'envoyé spécial que je vous mets dans les commentaires de la vidéo. Car tenez-vous bien, cela interviendrait tous les 2000 vols. De quoi s'agit-il? Vidéo. We have a mist and possibly smoke in the cabin. We have fume in the cockpit.
1695, Mayday. We have smoke. Request clearance for relanding, please. Seabird 718, we have a fume event in the cockpit. We would either like an immediate approach into Zurich. We have some smoke and bad odor in the cabin, and we need to come back to JFK. We are declaring emergency. Okay. You understand that smoke has gotten a little bit worse in the cabin there. We are getting priority handling into San Francisco. We should have you on the ground here very shortly. 6 Bravo. 6 Bravo, go ahead. What's with fumes? The gas pipe fumes. Oh, roger. And there is some kind of intoxication with about 11 crew members and a few passengers. You will need some ambulances on the ground in Vancouver. Yes, thank you. There was a kind of intoxication fume smell on the aircraft. Pilots confirm the alarming rise of events. We do have fume events on a daily basis. Eyewitnesses give dramatic testimonies of events they've encountered. Mein erster Gedanke war eigentlich, so fühlt es sich an, wie wenn man vergast wird. Toxicologists are concerned. These are harmful compounds. Numéro d'envoyé spécial, vous allez être sidéré. Dès le début, quand le commandant de bord demande à la tour de contrôle la plus proche l'autorisation de se poser en urgence, évidemment, le contrôleur aérien lui demande pourquoi. Et lui répond « émanation de gaz toxiques à bord ». Et l'autre, de ne rien questionner de plus, de sembler comprendre. Ah bon, il y aurait des gaz toxiques à bord. Imaginez, je ne sais pas, vous roulez sur la route, il y a des fumées dans l'habitacle de votre voiture, vous vous garez sur le bas-côté, des gens s'arrêtent, ils disent « qu'est-ce qui se passe ?» Est-ce que vous allez répondre « j'ai des gaz toxiques à bord », même si vous étiez dans... Non. Des gaz toxiques. Cela n'a pas, hélas, fait tilt dans la tête du journaliste. Mais alors, quels sont les symptômes des personnes qui respirent cela? Ah, j'ai oublié de vous dire. Il y en a tous les 2000 vols. Si, je vous l'ai dit, je ne sais plus. Donc, les symptômes. Yeux qui brûlent, goût étrange dans la bouche, nausée subite, envie de vomir, évanouissement. Et surtout, on voit des personnes faire des choses totalement incohérentes. Un membre d'équipage assis par terre, la tête enfuie dans une couverture. Un autre se gave de nourriture. Un autre rit aux éclats. Dommage que ces journalistes ne fassent pas appel à des chercheurs de vérité, car ce sont exactement les symptômes de l'inhalation de vapeur de mercure. Alors, si quelqu'un connaît Lise Dussert, moi je serais ravi de l'aider, d'être consultant gratuitement pour ces émissions. Je la regarde avant et puis je lui dis... Alors, il est vrai que des problèmes peuvent survenir, mais sans ces symptômes-là, qui sont très caractéristiques. Et en plus, qu'est-ce qui se passe à chaque fois? L'avion atterrit en urgence. Les passagers sont pris en charge, mais la plupart du temps sont relâchés. Par contre, lui, comme je le dis dans l'émission, c'est les pilotes qui ont le plus morflé, c'est le personnel de l'avion qui a le plus morflé. Vous savez pourquoi? Parce que leur corps est complètement déjà saturé de toxines. Et c'est assez grave, parce qu'il faut savoir que cela arrive tous les 2000 vols. Vous en aviez déjà entendu parler, vous, avant? En ce moment, pendant que je vous parle, là, il y a 5000 vols sur toute la planète. Il y a 5000 avions qui sont en vol. Des commerciaux, je ne parle pas ni des militaires, ni des avions privés. Donc en ce moment, en moyenne, entre 2 et 3 vols ont ce genre de problème. C'est une moyenne. Ne cherchez pas plus loin les raisons de certaines disparitions inexpliquées d'avions. Ce ne sont ni des aliens, ni une subite envie de pilotes de se suicider avec leur équipage. Je pense qu'un pilote ayant envie de se suicider le ferait seul. Ce
Ce sont de vraies fake news que l'on vous donne à ronger. Les membres d'équipage atteints, comme je vous l'ai dit, de ces intoxications sont bien plus sensibles que l'ensemble des passagers, car leur corps est complètement saturé de produits toxiques. Ils restent, comme le dit dans le reportage, plusieurs mois en arrêt. Tiens, ça aussi, c'est pour cela qu'il y a une pénurie de pilotes, qu'ils veulent des augmentations de salaire, car ils savent, même s'ils ne peuvent parler. Ils reçoivent du reste comme consigne de ne pas parler. Regardez ce numéro d'envoyé spécial, c'est édifiant. Même si leurs conclusions ne sont évidemment pas les bonnes, car ils cherchent la cause dans une mauvaise conception des Airbus, des Boeing. En effet, l'air que nous respirons en cabine est d'abord passé par les réacteurs, car sinon on gèlerait de froid. Mais cela a toujours été ainsi, et nous n'avions pas ce genre d'incident. Qu'est-ce qui a changé? On a rajouté des tubulures au réacteur pour faire passer leur poudre, qu'ils mélangent ensuite à de l'eau, pour nous la vaporiser sur la tête. Regardons un petit peu. Quand l'agent au sol, tout content, a ramené cette vidéo à Rosario, il a continué d'enquêter et a demandé aux mécaniciens ce que c'était. Ils ont répondu capteur de pression. Puis il en a vu dans d'autres avions. Et capteur de pression, ça ne collait pas. Ça ne sert à rien de rajouter un capteur de pression là. Un capteur de pression, c'est très important. On les construit avec l'avion. On ne construit pas l'avion en se disant « Oh, punaise mince, j'ai oublié le capteur de pression, je vais rajouter un là. » Non, ça ne marche pas. Donc il a insisté, mais les mécaniciens ne lui ont plus répondu. Quelques jours après, il a été convoqué par le responsable de la sécurité de l'aéroport qui lui a demandé d'arrêter de poser des questions, de se mêler de ce qu'il regarde et que ce n'était pas son domaine. Il fut interloqué car le ton était très strict. Et en plus, le lendemain, il a été convoqué encore une fois par une personne, mais alors totalement inconnue par lui, je ne sais pas pour qui elle travaille, qui l'a, elle, directement menacé. Il a donc abandonné, mais se sent épié au quotidien sur son lieu de travail. Donc ces tubulures peuvent avoir une fuite et les produits envahir la cabine, car ce n'est certes pas, comme ils disent, des évaporations d'huile qui donnent les effets décrits plus haut. Revenons aux bienheureux qui se battent à coups de vidéo sur le net pour nous faire croire que les traînées, c'est de la vapeur d'eau, alors qu'on utilise le terme de chemtrails dans les assemblées mondiales, y compris aux États-Unis, où en 2001,
Ce terme se retrouvait dans un projet de loi nommé le Space Preservation Act, mentionné en tant qu'arme exotique. C'est drôle ça, hein, arme exotique. Ce projet, présenté à l'origine devant le Congrès par le politicien Denis Kucinich, fut rejeté, si bien que les références aux chemtrails furent supprimées dans les versions suivantes. Interviewé en janvier 2002 par Bob Fritzakis du journal Columbus Alive, Bob demanda à Kucinich pourquoi voulait-il introduire le terme chemtrails dans un projet de loi alors que le gouvernement US a sans cesse nié leur existence. Kucinich lui répondit « La vérité est qu'il y a un programme entier au département de la Défense nommé Vision pour 2025 qui développe ces armes. » Lors d'une audience publique à Santa Cruz en juin 2003, Kucinich confirmait de nouveau l'existence et l'emploi effectif de l'arme climatique « Chemtrails are real ». Les traînées chimiques sont réelles. Je vous mets en lien ce texte de loi en PDF ainsi qu'une réunion de l'ONU où l'on débat des chemtrails. Au fait, c'est quoi un chemtrails? Ces traînées de condensation d'eau que l'on veut absolument nous faire gober en nous traitant d'imbéciles, de conspicrétins, etc., etc. Eh bien, sur ce coup-là, hélas, les crétins ne sont pas du bon côté. Dans le document de la guerre secrète de Rosario, il y a une interview d'un physicien, Corrado Penna, qui nous explique la différence entre chemtrails et contrails. Pour ceux qui veulent aller plus vite, je vais vous faire un rapide résumé. D'ailleurs, ce qu'il dit, c'est même écrit noir sur blanc dans les documents de la Federal Aviation Administration. Donc, c'est même l'administration fédérale de l'aviation qui écrit la chose suivante, que les traînées de condensation sont de la vapeur d'eau. Yes. Ces traînées se forment uniquement au-dessus de 8000 mètres, avec des températures inférieures à moins 40 degrés et une humidité relative non inférieure à 60-70%. Elles se dissipent en moyenne en quelques secondes ou minutes, grand maximum. Ce qui est parfaitement logique et correspond à ce qui se passait dans le passé. Or, on filme de partout dans le monde et le net en est saturé des traînées comme sur cette vidéo qui, en comparaison des nuages, n'est pas à plus de 2000 mètres. Avec une température au sol de 25 degrés, donc cela fait à peu près 12 degrés à 2000 mètres. L'humidité étant lors de cette prise à 33%. Il est donc physiquement, sauf de remettre en cause là aussi les lois de la physique, impossible de créer de la vapeur d'eau persistante. Vidéo.
De plus, hélas pour les bienheureux, les chercheurs de vérité disposent aussi maintenant de caméras thermiques permettant de relever les températures. Sur la photo ci-jointe, on voit une température pour cette traînée de 6,2 degrés, ce qui est strictement impossible pour une traînée de condensation. Ceux qui veulent nous faire passer pour des crétins nous expliquent même que les traînées que l'on voit de plus en plus souvent en cercle, et là je prends volontairement une photo très sage, hein, car des fois c'est le jeu de Go là-haut, ils nous expliquent que ce sont des avions qui temporisent autour des aéroports et laissent donc de la vapeur d'eau. Ah, purée, ils prennent vraiment les gens pour des imbéciles de base. Premièrement, on en voit partout, y compris dans les campagnes, loin des aéroports, où les avions n'ont pas pour habitude d'attendre. Et ensuite, quand un avion attend effectivement, ce qui peut arriver dans les gros aéroports, il attend à de faibles altitudes, certainement pas au-dessus de 8000 mètres. On est d'accord? Évidemment, cela semble être, vu les arguments... Alors, ce n'est pas des arguments totalement idiots. C'est quelqu'un qui s'intéresse au sujet, qui n'a jamais fait, n'a jamais poussé des recherches, aller faire des études de sciences physiques. Ils écoutent ces débunkers professionnels, ils disent « Bah oui, c'est de la vapeur d'eau. » Mais non, ils débunkent, mais... Ils font semblant d'avancer des arguments, ils prennent des noms, ils vont chercher dans des encyclopédies des choses, ils vous les balancent, ça n'a strictement rien à voir, comme le sable, ça n'a rien. Ils n'ont strictement aucun argument, rien, c'est du vent. De plus, le plus souvent, ils ont des faux pseudos, ils se montrent jamais. Ou alors, quand ils se montrent, ils ont une cagoule sur la tête. Ce sont des débunkers professionnels. Je sais pas, quand on discute, on n'a pas peur de montrer sa tête, on n'a pas peur de nous donner son nom, on discute. Tout le monde ne peut pas être d'accord sur tout. Je suis, heureusement d'ailleurs, sinon on s'ennuierait, on discute. Mais pourquoi rester anonyme, pourquoi se cacher? Je comprends pas trop, là. Vous avez des idées sur tout, vous travaillez sur tout, vous êtes spécialiste dans tout, hein, et vous montrez pas votre tête. Je sais pas, vous devriez être fier de montrer votre tête. Faites confiance, à mon avis, qu'à de vraies personnes qui discutent en face de vous. Les autres, c'est louche. On continue, vous êtes encore là? Passons une petite vidéo de traînée de condensation pour ces débunkers. This window camera captures a dangerously close pass by a rogue aircraft releasing persistent chemical trails that appear to be released out of direct proximity to the engine exhaust. This risky stunt maneuver would be a violation of FAA rules for traffic separation. Then another 4-engine rogue aircraft passes very close below the camera again, releasing black carbonaceous plumes very close to the jet engine exhaust. And then next we see 2 more rogue aircraft passing each other much too closely at nearly the same altitude as they release carbonaceous aerosol plumes, a concept for climate modification proposed by Dr. William Gray in 1974 in a paper entitled, quote, Weather Modification by Carbon Dust Absorption of Solar Energy, unquote. We see these and numerous other sightings that establish climate modification programs have been secretly deployed for years, but that the results have never been reported by IPCC investigators involved in publishing the science for climate change. Je déconne. Dans cette vidéo, on constate 2 choses. Des avions sans plan de vol attitrés. Cela arrive souvent, parce que des avions passent, et quand on va sur le site qui les recense, les avions en vol, ils n'y sont pas. Soit des avions... Alors, c'est soit des avions militaires, souvent, soit des avions ayant éteint leur transpondeur. Donc, ils m'expliqueront les traînées de condensation noire de carbone. Non. Alors, je sais qu'il peut arriver, même si c'est extrêmement rare, que les avions procèdent à un dégazage de leur kérosène. C'est une manœuvre réglementée qui ne peut en aucun cas se faire au-dessus d'habitations. Un avion décolle, les réservoirs sont pleins, il y a un passager qui a une crise cardiaque, qui doit se poser rapidement. Il ne peut pas le faire, les réservoirs pleins, il est obligé de dégazer. Donc souvent, les bienheureux nous expliquent quand ils n'arrivent pas à justement expliquer une traînée chimique en disant bah, oui, parce que des fois, quand les traînées chimiques, bon, il y a des traînées qui ne sortent pas
qui ne sortent pas des réacteurs. Donc ils disent oui, mais l'avion dégage. Ouais. On va voir un dégazage ou fuel dumping en anglais. Vidéo. Et donc, oui, les bienheureux ont oublié que les chercheurs de vérité connaissent à la perfection les sorties prévues pour les dégazages. Et là, dans le cas de cet avion, ce n'était pas les bons tuyaux. Donc, ce que vous venez de voir de la part de cet Airbus commercial A380 est appelé insémination hygroscopique des nuages bas. Elle sert à détruire les nuages. Alors pourquoi, me demanderez-vous? On commence là à entrer dans le cœur du problème et de l'origine de la naissance des chemtrails. Les militaires haïssent les nuages. Ils perturbent les transmissions. Puis est venu HAARP. Et la corrélation entre HAARP et chemtrails demandera un numéro spécial de 2 heures aussi, ou moins. Rien que pour cela. Car on va attaquer d'autres sujets, notamment plus complexes, notamment le MK Ultra. Le MK Ultra, c'est le Mind Control, contrôle de l'esprit. Mais pour les plus pressés, le physicien Corrado Penna, dans la vidéo « Toujours la guerre secrète », explique déjà les premiers brevets qui ont été déposés dans ce domaine. Vous allez voir, c'est assez stupéfiant. Le but des chemtrails a été au début une initiative militaire en vue de contrôler le climat pour donner un avantage sur l'ennemi, mais aussi pour ne pas avoir de problème avec les nuages pour ses propres radars. Du reste, écoutons cet ancien de la marine, devenu présentateur météo à la télé. De temps en temps, il y a des gens qui se lâchent. Il y avait aussi un présentateur de la météo en France qui était sur France 2 qui a écrit un livre en disant que le réchauffement climatique, c'était de l'escroquerie. Bon, le lendemain, il était viré. Sans doute que ce commentateur télé s'est fait aussi virer le lendemain, mais il se lâche, ça vaut la peine. Here in Southern Oregon and Northern California, we've got a bit of an unusual situation. Now, this first portion of the radar cycle, fairly bland and typical, but then you see these bands of very distinct cloud cover moving into the region. That is not rain, that is not snow, believe it or not. Military aircraft flying through the region dropping chaff. Small bits of aluminum, sometimes it's made of plastic or even metallicized paper products, but it's used as an anti-radar issue, and obviously they're up there practicing. Now, they won't confirm that, but I was in the Marine Corps for many years, and I'll tell you right now, that's what it is. 50 in Medford right now, 48 in Wyoming. Vous avez vu, c'est bien lâché. Ensuite, les militaires se sont aperçus qu'ils n'avaient pas les moyens suffisants pour couvrir le ciel. Qui d'autre mieux que les compagnies aériennes commerciales pour les aider? Mais il fallait trouver comment. Donc, des additifs en poudre, mélangés à l'eau et ou kérosène, ou les deux à la fois. Regardez ce document de 1996, dont je vous ai déjà parlé un petit peu tantôt, de l'Air Force avec objectif de maîtriser le climat en 2025. Ce que disait Kucinich, en fait, tout à l'heure. Il ne restait plus qu'une raison à trouver pour justifier des épandages. Car comment aller voir des avionneurs en disant « Tiens, il faut répandre ces produits pour l'armée ». Ils en ont trouvé un. Le réchauffement climatique, le fameux. Sous couvert de cette énorme escroquerie,
qui en plus allait ramener des milliards sous forme de taxes carbone, ils obtenaient le silence, agrémenté de menaces si nécessaire pour les trop curieux. Alors pourquoi une escroquerie le réchauffement climatique? Moi je l'ai déjà dit 1000 fois. Les pourcentages d'augmentation de température que nous avons constatés ces dernières années sur Terre l'ont été également par les astronomes sur toutes les planètes du système solaire. Et vous avez déjà entendu qu'on avait donné la parole à un astronome, vous, dans l'histoire du réchauffement climatique? L'histoire de la Terre est faite de périodes chaudes, froides, glaciaires. Mais si on ne récite pas la leçon du dogme, on est viré. Et là, tous ceux qui ont essayé de s'attaquer au dogme ont été virés. Malheur à celui qui ose dénoncer le réchauffement climatique. Pourtant, de nombreux scientifiques sérieux prédisent plutôt un nouvel épisode glaciaire, comme il est advenu au Moyen-Âge, que d'un réchauffement global. Du reste, l'année 2017 fait partie des années les plus froides de ces dernières années. Si on regarde la globalité de l'histoire de la Terre, on s'aperçoit que la température chute plutôt qu'elle n'augmente, y compris ces dernières années. Contrôler les phénomènes atmosphériques signifie dominer l'économie, contrôler les ressources. Ils peuvent détruire des récoltes des ennemis, les inonder ou les rendre arides. Ça me fait sourire car en enregistrant cette émission, j'apprends qu'il y a eu un énorme orage de grêle sur Paris et des inondations. Sans doute, quelqu'un ne doit pas être content de la voix de la France concernant l'Iran. Les États-Unis n'ont-ils pas utilisé le terrible agent orange au Vietnam? La Chine ne se cache pas d'avoir des organismes institutionnels chargés de contrôler le climat. D'ailleurs, on l'a vu pour les Jeux de Pékin. C'était horrible avant, smog, on ne voyait rien, et puis tout d'un coup les Jeux arrivent, et hop là, tout va bien. Par la suite, on a associé les industries pharmaceutiques, chimiques, agroalimentaires, etc., mais aussi les compagnies aériennes qui ne font certainement pas cela gratuitement. Surtout les compagnies low cost. Pensez-vous réellement que des billets d'avion vendus à quelques euros suffisent à les rendre prospères? Un sol contaminé par l'aluminium, par exemple, où rien ne pousse. Et comme par hasard, hop là, Monsanto sur une graine qui s'en fiche de l'aluminium. Les profits sont énormes partout. Prévoir, conditionner le cours des titres rapporte des fortunes colossales, sans parler des milliards de la taxe carbone. Alors, toutes mes sources sont citées dans les commentaires YouTube. Vous allez trouver plein de documents. Beaucoup d'hommes politiques en off ont admis avoir connaissance des chemtrails. En 2014, le député Joël Giraud a même posé une question à l'Assemblée nationale concernant les chemtrails. La réponse n'est pas encore parvenue. Dans tous les pays, c'est ainsi, mais il ne faut pas lâcher, ne plus donner votre voix à des partis institutionnels qui font exactement la même politique. Regardez cette vidéo. I'm gonna put this on YouTube.
I'm gonna put this on YouTube. You videoing right now? Oh god, don't video right now. It's like it's spraying out of the top of his wings. Don't do any evidence. Vous avez vu, c'est un avion qui crache au poison, s'arrête, change de circuit, recrache son poison. Les debunkers officiels vont nous répondre que c'est de la condensation. Cette émission s'achève. Je pense qu'on a réussi à démontrer sans problème la réalité des chemtrails, qui même la NASA, c'est dire, l'admet. Mais pour terminer sur une note d'espoir, je constate depuis maintenant 1 an quelque chose qui pourrait bien entraver les plans de ces maîtres du monde. Soyez patients, restez abonnés. Il y a des Rosario Marciano dans chaque pays du monde. J'ai cité que lui, car j'apprécie énormément son travail. Je parle sa langue, il est sérieux, ses faits sont toujours avérés, vérifiés. C'est pas un illuminé. Il y a des Rosario Marciano partout. Il y en a en Allemagne, en Hollande, en Angleterre. Il y a un Allemand qui fait même des sittings dans la rue. Vous avez déjà dû voir sur le net, qui lui aussi travaillait qui était ingénieur dans les aéroports. Il y en a partout dans le monde. On n'a pas la force des médias qui ne veulent pas reprendre le sujet comme plein d'autres sujets. Donc c'est pour ça qu'il faut diffuser, en parler. Pour les plus courageux, je vous laisse approfondir le sujet avec les tonnes de documents. À bientôt si vous le voulez bien. Franchement, diffusez largement cette vidéo pour que les gens soient le plus au courant. Plus on sera au courant, plus de personnes seront au courant, plus on aura de chances que cela cesse le plus rapidement possible. Il faut absolument penser à nos enfants, penser à notre planète, on n'en a qu'une. À bientôt. Bisous.